Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h07. Avant de regarder l'actualité politique qui est riche, vous savez que nous sommes ici consacrés, nous sommes ici à Sud Radio dans l'idée qu'il faut absolument consacrer. Moi, je consacre 8h30, 10h, ma tranche horaire, 7h30 à la politique française, à ce qui se passe. Parce que nous sommes à un tournant de l'histoire de France. Il faut bien le savoir. Il y a aux portes du pouvoir à la fois l'extrême droite et à la fois l'extrême gauche. Que les choses soient claires. Alors, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Moi, je suis pragmatique dans la réalité, les faits avant tout. Je ne prends pas parti. Je ne suis pas là pour commenter. Je suis là pour apporter des faits. La réalité, elle est là. Bien. Et que peut-il se passer à la fin du mois, le 30 juin et le 7 juillet? Que peut-il se passer? Mais il peut se passer que la majorité que nous connaissons aujourd'hui, enfin majorité qui n'est plus à l'Assemblée nationale, mais qui est au pouvoir, les partis qui soutiennent Emmanuel Macron peuvent disparaître. Mais oui. Et les partis comme LR peuvent disparaître. Mais oui. Et vont se retrouver face à face deux blocs, évidemment, qui sont aux antipodes l'un d'autre. Quoique, sur certains sujets économiques et sociaux, ils se rejoignent. Mais ça, c'est un autre débat. Bien, mais la réalité, elle est là. Au prix de quoi? Au prix de reniement, au prix de trahison, au prix... C'est invraisemblable le nombre de trahisons que l'on a en ce moment dans la vie politique française. Regardez cela, il faut regarder cela de près. Alors, c'est un peu désolant, c'est un peu catastrophique pour l'image de la politique. Moi, je le crois. Mais bon, à gauche, on ne sait pas. On ne veut pas dire qui serait Premier ministre. Vous vous rendez compte, en cas de victoire de la gauche, on se cache. Mélenchon lui-même se cache. On ne le voit plus, c'est un Mélenchon qu'on ne connaît pas. Un Mélenchon tout sage, tout gentil. Mais oui. Alors, qui serait Premier ministre? Ah non, mais moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pourrais. Il ne se passe plus rien à Gaza. Mais tout à coup, j'ai l'impression qu'il ne se passe plus rien. Plus un mot. Plus un mot sur le Hamas, plus un mot, on ne dit plus rien à gauche. On met là tout sous le tapis. Et à droite, Ciotti, qui est aux antipodes au niveau économique du Rassemblement national, mais qui rejoint le Rassemblement national. Pourquoi? Pour sauver sa circonscription. Ne nous leurrons pas. D'ailleurs, ils sont tous pareils. Pourquoi est-ce que beaucoup de députés LR restent LR? Pour sauver leur circonscription. Pourquoi est-ce que beaucoup de députés socialistes ont accepté cet accord avec LFI, mais pour sauver leur circonscription? Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est la nature humaine qui n'est pas toujours très courageuse. La politique de trahison en trahison. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, moi, je n'aime pas ça. Et Zemmour et Marion Maréchal qui quittent RN pour aller rejoindre Zemmour, puis 2 jours après avoir été élu sous l'étiquette Reconquête au Parlement européen, elle a une place tranquille maintenant, elle est au chaud. Elle quitte Zemmour. Mais il a raison, Zemmour. Mais quelle trahison! Mais je serais à sa place, je serais fou de rage. Elle est partie voir sa tante, est partie voir Jordan Bardella en douce, sans même prévenir Éric Zemmour. Non mais franchement, c'est ça la politique, c'est ça l'image que donnent les hommes politiques ou les femmes politiques, de tous bords. Et hier, le président de la République, qui au lieu de frapper un grand coup sur la table, qui au lieu de dire maintenant il faut un choc, vous voulez pas de l'extrême droite, vous ne voulez pas de l'extrême gauche, eh ben on va créer autre chose. Mais on va vraiment rien. C'était mièvre, c'était moi ou le chaos hier. Mais il va être balayé, emporté, lui aussi il va être emporté. Évidemment qu'il va être emporté dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et même peut-être pas dans les jours, mais dans les semaines qui viennent. Voilà où en est la France. Et je vais vous dire une chose que je pense. Heureusement que la France est dans l'Union européenne. Parce que c'est l'Union européenne qui protégera la France. Vous verrez ce que je vous dis dans les mois qui arrivent. Il est 9h12, vous êtes sur Sud Radio. Nous sommes avec Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez être candidat dans votre département, dans votre ville, dans le Lot-et-Garonne.
je ne vais pas être candidat, je suis candidat. Vous êtes et d'ailleurs candidat, aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, je démarre ma première journée de campagne sur le terrain. Je serai à Montflanquin, qui est en plein cœur de la circonscription. À Montflanquin, qui symbolise d'une certaine façon ces territoires ruraux qui aujourd'hui souffrent principalement par la désaffection de services publics. Montflanquin qui symbolise aussi l'activité agricole, l'agriculture, qui, dans ce département de Lot-et-Garonne, mais plus encore dans cette circonscription, l'agriculture, c'est l'âme de cette circonscription. Et si les électeurs me font confiance, je ferai tout pour que les 3 mots qui ont été retenus par l'État après le grand mouvement de protestation des agriculteurs, dignité, revenus et simplification, je ferai tout pour que ces 3 mots, ces 3 principes, ces 3 objectifs soient mis en œuvre de la façon la plus rapide et la plus efficace possible, notamment en espérant que le projet de loi qui avait été rédigé à la suite de ces mouvements, que ce projet de loi qui est aujourd'hui, si vous le permettez, encarafé au Sénat à la suite de la dissolution, que ce projet de loi puisse revenir vite à l'Assemblée et être adopté, car les agriculteurs ont besoin des mesures qui s'y trouvent. Bien, Jérôme Cahuzac, pourquoi être revenu devant les électeurs? Pour finir le travail. Première raison. Deuxième raison, c'est un territoire auquel je suis viscéralement attaché. Il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup d'années. On dit que le temps efface tout, que le temps permet d'oublier. Ben non. Moi, l'amour que j'ai pour ce territoire ne s'est pas effacé. Et le souvenir que j'ai de ces terres et des gens qui y vivent, ce souvenir-là n'a pas disparu non plus. Donc finir le travail, pourquoi? Parce que quand je suis revenu l'année dernière pour voir des amis, qu'ai-je constaté? J'ai constaté que tous les projets que j'avais pu lancer à l'époque, qui avaient été réalisés, soit n'avaient pas été finis, soit nécessitaient des travaux complémentaires. Je pense au désenclavement vers L21, je pense à l'amélioration du fonctionnement de l'hôpital, je pense à l'aménagement du Lot pour le rendre enfin navigable. Il y a beaucoup de projets, du nord au sud, de l'est à l'ouest de cette circonscription, qui au fond sont restés dans l'état où je les avais laissés. Et donc je reviens pour finir le travail, parce que je n'aime pas quand les choses ne sont pas bien terminées. 2 questions encore, Jérôme Cahuzac. La première, sur l'étiquette. Vous êtes un homme de gauche, que les choses soient claires. Mon étiquette est une étiquette de centre-gauche, ça a toujours été mon étiquette, je n'en ai jamais eu honte et je la revendique hautement. Mais j'ai entendu votre éditorial, oui. Bourdin. Spontané, je peux vous dire. Spontané, pas écrit, comme je le pense. Chez vous, c'est toujours le cas. Et comme c'est toujours le cas, avec parfois un peu d'emphase et peut-être un peu d'excès. Mais sur le fond, je crains devoir vous rejoindre, et c'est la raison pour laquelle je n'ai demandé et je n'ai accepté aucune étiquette partisane, parce que les partis aujourd'hui, vous savez, vous avez souligné une chose qui, pour moi, est absolument évidente, et qui montre bien à quel point notre démocratie est aujourd'hui malade. C'est que vous avez des dirigeants dont le devoir, à droite et à gauche, dont le devoir serait de défendre, au fond, les valeurs et les idées qui sont celles de leur parti, quitte à ce que leur carrière politique, à l'occasion, subisse quelques accrocs. Mais comme ils ne savent rien faire d'autre, comme ces gens-là n'ont jamais vécu que de la politique, et je pense à Olivier Faure, et je pense à Éric Ciotti, et je pense à Jean-Luc Mélenchon, et je pense même à Fabien Roussel, pour qui j'ai beaucoup d'estime malgré tout, parce qu'à gauche, souvent, il n'y a que lui qui sauve l'honneur. Eh bien, tous ces gens-là sont prêts à tout, parce que s'ils sont plus députés, ils vivent de quoi? Ils ne savent plus rien faire. Ils n'ont jamais rien su faire d'autre. Et donc, pour sauver leur circonscription, vous avez un parti socialiste qui signe un accord avec LFI, alors que le parti de Jean-Luc Mélenchon, pendant toute la campagne des européennes, a traîné dans la boue le candidat du parti socialiste. Ils l'ont même accusé d'être payé par les lobbies. Ils l'ont viré physiquement et violemment aux manifestations du 1er mai. Alors que les militants de LFI à Nantes, il y a 2-3 jours, ont arraché un drapeau français pour mettre un drapeau palestinien à la place, sans que les élus de la France insoumise qui étaient présents ne protestent le moins du monde, et sans que le Parti socialiste ne proteste le moins du monde. Autrement dit, les dirigeants socialistes aujourd'hui, pour sauver les sièges de quelques dirigeants, ce ne sont pas des couleuvres qu'ils avalent, ce sont des boas. Et à droite, c'est pareil. Pourquoi? Alors, à droite, c'est pareil. Pas tout à fait. La plupart tous les dirigeants, en réalité, des Républicains ont refusé le calcul sordide de Ciotti, qui est en train de nous jouer fort Chabrol au siège du Parti républicain, des Républicains. Mais vous vous rendez compte le ridicule de la situation? Et pendant ce temps-là, qui se frotte les mains?
Marine Le Pen, et là, le Rassemblement national qui tranquillement s'apprête à engranger des dizaines et dizaines de députés parce que les autres sont incapables de trouver les mots et les gestes qu'il faudrait pour enrayer cette victoire annoncée. Eh bien moi, dans ma circonscription, dans ce territoire, je fais ce que chacun devrait faire à son poste et à sa place, résister. Mon adversaire dans cette circonscription, c'est le député sortant du Rassemblement national. Je veux battre cette députée du Rassemblement national, non pas qu'elle n'ait pas le droit d'être députée, elle a évidemment le droit d'être députée autant que moi, mais c'est parce que les idées qu'elle porte au niveau national, je les combats, et parce que localement, le bilan de Mme Cousin dans la 3e circonscription de Lot-et-Garonne, il est vite fait, parce que c'est le bilan d'une page blanche. Voilà à quoi je me présente. Bien, quel slogan ? Je suis en train de le chercher, vous pourriez peut-être m'aider. Le Villeneuvois et le Fumélois sont de retour, un député efficace, une équipe qui vous connaît. Je ne sais pas encore, mais je finirai par trouver. Si vous avez des idées, merci de m'en suggérer. Bien, merci beaucoup Jérôme Cahuzac d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 9h18, vous réagissez. Tout ce que vous entendez, nous continuerons à écouter les uns et les autres. Demain, rendez-vous important à 8h30. On ne l'a pas entendu depuis dimanche. Et pourtant, c'est une personnalité importante à gauche. Clémentine Autain sera avec moi, invitée à 8h30, de 8h30 à 9h, demain matin sur Sud Radio. C'est ici que ça se passe. Sur Sud Radio, la vie politique. Il est 9h18. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h35, nous continuons à parler politique sur l'antenne de Sud Radio, évidemment. Tous les matins, de 8h30 à 10h, c'est un espace politique important. Et d'ailleurs, nous ne consacrerons cet espace qu'à la politique jusqu'aux élections législatives. Et après, parce que il va se passer vraiment beaucoup de choses. J'ai rarement vu un bouleversement pareil de la vie politique française. Bien, pour parler de tout cela, nous avons deux invités. Marc Ferracci, qui est député Renaissance, sortant, ex-député, sortant des Français établis hors de France, Suisse et Liechtenstein. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Benjamin Lucas, qui est aussi ex-député écologiste, sortant des Yvelines. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous tous les deux. Bien. Un mot sur votre regard sur ce qui se passe actuellement. Marc Ferracci. Vous l'avez dit, c'est un moment de très grande turbulence, de très grand bouleversement, mais aussi, je pense, de grande clarification. On le voit sur tout le spectre politique, les lignes bougent, des rapprochements se forment. On l'a vu avec la tentative qui confine d'ailleurs à la pantalonnade au moment où on se parle de Éric Ciotti, de se rapprocher du Rassemblement national. On le voit, et on va sans doute en parler avec Benjamin Lucas, avec la reconstitution de la NUPES, à peu près dans son format antérieur, qui est, de mon point de vue, une alliance à visée électoraliste, mais au sein de laquelle les différentes parties prenantes ont des divergences extrêmement profondes sur le fond. Et puis, vous avez le bloc central, auquel j'appartiens, qui est peut-être le seul pôle de stabilité dans tout ce spectre politique un peu bouleversé. Mais il est vrai que la recomposition... Pôle de stabilité déstabilisé quand même. Déstabilisé par le vote de dimanche. Ah bah, il est évident. Ça n'a échappé à personne que le vote de dimanche a été une défaite pour la majorité, et plus largement d'ailleurs une défaite pour ceux qui croient en l'Europe, parce que quand vous avez 40% des voix qui se portent sur l'extrême droite, le Rassemblement national et Reconquête, mais évidemment que c'est une défaite. Et ça, il faut évidemment pas l'esquiver. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le président de la République a décidé cette action très forte de dissoudre. C'est qu'on ne pouvait pas rester insensible, on ne pouvait pas rester dans l'inaction par rapport à ce message qui a été envoyé par les Français. Il ne pouvait pas faire autrement. Je pense que c'est en tout cas quelque chose qui manifeste une volonté de clarification. J'espère que la clarification aura lieu dans 15 jours. Moi, je crois que nous vivons le moment politique et démocratique le plus important depuis la libération. À chaque élection, on dit c'est historique. Là, ça l'est vraiment.
la France, si je puis dire, rendez-vous avec elle-même le 30 juin et le 7 juillet. Nous allons faire des choix qui vont avoir un impact considérable sur la nature de notre démocratie, sur la nature de notre République. Et c'est ça qui se joue en ce moment même. Et donc effectivement, il y a un moment d'accélération de processus qui sans doute germait depuis longtemps. Ce qui se passe à droite avec l'explosion de ce que fut jadis le parti LR entre l'extrême droite finalement et une droite qui veut rester fidèle aux valeurs républicaines et que je salue malgré tous nos désaccords. Tout ça va très vite et il nous appartient, nous, chacune et chacun, sans entrer dans des polémiques stériles, d'être à la hauteur, de présenter aux Français, chacune et chacun, nos projets, nos propositions pour la France. Et puis les Français souverains décideront. Je les appelle à la participation. Ce qu'il faut, c'est que le 30 juin et le 7 juillet, nos compatriotes massivement aillent pour qu'ils disent quelle société ils veulent, quelle France ils veulent construire maintenant. Ça se joue là plus sans doute aux élections précédentes. Je crois que c'est encore plus historique que l'élection de 1980. Vous avez raison. Tout le monde appelle les Français à aller voter. On est bien d'accord. Parce que le Français, le peuple est souverain. Le peuple est souverain. C'est ce qu'a dit le président de la République hier, mais c'est pour ça qu'il a d'ailleurs dissous dimanche dernier, parce que le peuple est souverain. Bien, donc le président de la République sera obligé de se plier à la décision du peuple après les élections législatives. Donc s'il y a un Premier ministre du Rassemblement national, eh bien, il gouvernera avec un Premier ministre du Rassemblement national. S'il y a un Premier ministre de gauche, il gouvernera avec un Premier ministre de gauche. D'ailleurs, tiens, c'est une guerre d'ego là pour savoir qui serait le Premier ministre en cas de victoire de la gauche. Est-ce que vous avez des infos, Benjamin Lucas ? Non, il n'y a au contraire pas de guerre d'ego, puisque nous avons décidé, conformément à ce qu'est la pratique institutionnelle, par ailleurs dans une situation dans laquelle nous sommes suite à une dissolution, pas suite à une élection présidentielle, nous avons décidé de ne pas investir un candidat au poste de Premier ministre, puisque nous ne connaissons pas encore la composition, y compris de la majorité que nous formerons demain, ses équilibres. Mais ce que je veux dire, c'est que nous aurons, je le dis à ceux qui nous écoutent, nous avons pris nos responsabilités et construit une offre politique avec ce nouveau Front populaire qui est une offre claire. Il y a désormais, ça a été dit par Marc Ferracci, 3 blocs en puissance. Les Françaises et les Français vont pouvoir choisir dans la clarté. Et si nous avons une majorité, rassurez-vous, nous aurons un gouvernement, nous aurons un Premier ministre ou une Première ministre et nous gouvernerons en appliquant notre programme. Sur cette question du Premier ministre, je pense que les choses sont quand même assez claires. Le Rassemblement national l'a déjà annoncé, ce serait Jordan Bardella qui serait Premier ministre si le Rassemblement national était en capacité de gouverner. Le gouvernement l'a déjà annoncé, le président l'a déjà annoncé, Gabriel Attal continuerait en tant que Premier ministre si la majorité devait se renforcer au terme de cette élection. Moi, je vais vous annoncer un scoop. Si le nouveau Front populaire, cette ancienne NUPES, prend le pouvoir, ce sera Jean-Luc Mélenchon, le Premier ministre, pour une raison simple que vous avez d'ailleurs exposée à l'instant. C'est que vous avez des règles qui ont été fixées, elles sont assez claires. Celui qui sera Premier ministre émanera du groupe majoritaire. Or, vous l'avez bien vu, c'est la France insoumise qui est la force dominante du nouveau Front populaire, avec 230 circonscriptions qui lui sont allouées. Et je crois que la France insoumise, sauf erreur, elle est dirigée par Jean-Luc Mélenchon. Donc il me paraît assez évident que, et il faut le dire avec clarté quand même, il faut l'assumer, que si le nouveau Front populaire gouverne le pays demain, eh bien ce sera Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Vous êtes d'accord Moi, je n'ai aucun veto sur ça. Vous satisferiez que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre si vous êtes majoritaire ? Jean-Luc Mélenchon, qui a fait 22% à l'élection présidentielle. Moi, j'étais porte-parole d'un candidat qui a fait 4,5%, donc je ne vais pas donner des leçons à tout le monde. Jean-Luc Mélenchon a dit lui-même hier que le groupe le plus important dans la future Assemblée, que je ne connais pas. Il se passe tellement de choses. En 24 heures, il y a tellement de bouleversements que je ne sais pas quelle va être la nature du résultat. Apparemment, LFI, quand même, vu les investitures. Mais c'est une possibilité en effet sérieuse que ce groupe-là proposerait un nom. De toute façon, pour qu'un Premier ministre gouverne, il faut qu'il ait le soutien de toute sa majorité, et donc il y aura une discussion. Mais on est dans un retour de la démocratie parlementaire, et moi je m'en réjouis. Voilà, et donc il faudra que nous construisions des compromis. C'est ce qu'on a fait avec ce nouveau Front populaire, mais comme nous ne procédons pas d'une élection présidentielle, comme nous avons un état des forces qui est équilibré finalement entre le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, le score des socialistes aux élections européennes, la réalité aussi de l'ancrage territorial des uns et des autres, il y aura une discussion et nous formerons le gouvernement le plus représentatif possible de cette majorité que nous aspirons à construire et de ce que voudront les Françaises et les Français. J'aimerais que pendant les 2 semaines, ce délai est très court, le président de la République a choisi un délai très court, y compris peut-être pour empêcher une participation massive. Dans ce délai court, il faut qu'on parle de la vie des Français. Je vais vous dire, monsieur Bourdin, moi hier j'étais, comme je pense beaucoup de mes collègues, ex-collègues, sur le terrain. Moi les gens m'ont pas parlé du casting
reporting gouvernemental. Les gens m'ont parlé des factures d'énergie. Les gens m'ont parlé des salaires qui stagnent. Les gens m'ont parlé de comment ils vont nourrir, protéger, soigner leurs enfants. C'est de ça dont on doit parler, parce que c'est ça qui se joue pour la France. Et ils m'ont parlé aussi, oui, est-ce que quand nous allons accueillir les Jeux Olympiques, le monde entier sera accueilli par un Premier ministre d'extrême droite. Or, je crois qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que nous avons fait le nouveau Front Populaire, nous sommes la seule force politique capable d'empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir dans notre pays et d'incarner une alternative. Par Jean-Luc Mélenchon, ça vous irait? Beaucoup plus que par M. Bardella, en effet, oui. Je crois que nous serons en capacité, si nous l'emportons, de proposer un gouvernement qui incarnera une transition démocratique, une alternance démocratique. Ne fera pas partie du gouvernement, quand même. Là, je ne pense pas, mais le NPA, ça ne vous aura pas échappé. Je n'ai pas ici... toutes celles et tous ceux... Antisémites. Toutes celles et tous ceux... On est bien d'accord. Toutes celles et tous ceux... Comment non? Non. Toutes celles et tous ceux... Vous avez ceux... vu? Comment non? Je vous réponds. Toutes celles et tous ceux qui veulent empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir dans ce pays prennent leurs responsabilités, annoncent leur soutien. Il ne vous a pas échappé que le nouveau parti anticapitaliste n'a pas de groupe sortant à l'Assemblée nationale et qu'il est peu probable, je n'ai pas le détail des discussions, qu'il ait un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc soyons sérieux. Je vois bien ce qui est en train de se passer. Je vois bien les caricatures qui sont faites. Je vois bien la volonté d'effrayer et de renvoyer dos à dos la gauche et l'extrême droite. Pourquoi nous avons choisi aussi l'appellation Front Populaire? Parce que c'est ça qui se joue. Le Front Populaire en 1936, c'est les congés payés. Ce sont des avancées démocratiques et sociales majeures. C'est ça que nous voulons construire. Et déjà à l'époque, on essayait d'effrayer avec cette fameuse alliance socialo-communiste. Et puis c'est la dernière fois, enfin l'une des dernières fois, avec 1945, 1980, 1997, qu'on a changé la vie. C'est la vocation historique de la gauche que d'arriver au pouvoir dans des périodes de crise, de troubles, et de changer la vie et de transformer la société. Bien, vous allez répondre dans un instant, mais je suis obligé de passer une petite page de pub. Marc Ferracci, vous êtes à l'antenne dans 2 minutes. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Marc Ferracci voulait répondre à Benjamin Lucas. Oui, quand même, pour clarifier et peut-être préciser quelques éléments de référence historique. Je sais que Benjamin Lucas est féru d'histoire. Le Front populaire, c'était Léon Blum et Maurice Thorez. Mais qui avait les clés du camion ? C'était pas le communiste, c'était Léon Blum. Ce qui est en train de se préparer avec le nouveau Front populaire, c'est que les clés du camion, comme on venait de le dire, elles seront dans les mains de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Alors vous disiez, évitons les caricatures. Moi, je ne suis pas dans la caricature. J'observe ce qui s'est passé depuis 2 ans à l'Assemblée nationale. J'observe les divergences sur des sujets très concrets qui existent entre les alliés de la NUPES et maintenant les alliés du nouveau Front populaire. Sur l'énergie, sur le nucléaire, vous avez les communistes qui veulent le nucléaire, vous avez les écologistes dont vous faites partie qui veulent en sortir. On n'en sortira pas en 2 ans et demi, monsieur Ferracci, vous êtes d'accord ? Sur l'Europe, monsieur Lucas, sur l'Europe, vous avez la France insoumise qui critique, voire conspue l'Europe à longueur de discours, et vous avez des gens qui sont des Européens sincères, dont je crois vous faites partie, avec les socialistes. Comment est-ce qu'on réconcilie tout ça ? Tout ça est un bricolage d'appareils, et tout ça ne forme aucunement une alliance de gouvernement. Mais le bricolage d'appareils, vous l'avez vous aussi quand même, pas du tout. Bricolage d'appareils. Pas du tout. Mais à droite, il y a bricolage d'appareils. Oui, aujourd'hui, on est dans le bricolage. Parlons de la majorité. La France a ouvert un magasin de bricolage. Monsieur Bourdin, un supermarché du bricolage. Si je peux sortir de bricolage dans la majorité. Je termine simplement. Il n'y a pas de bricolage dans la majorité. Dans la majorité, nous avons toujours 3 forces. Horizon, le Modem, Renaissance, et nous sommes parfaitement alignés. Nous n'avons aucunement changé de vision, nous n'avons aucunement changé de cap. Et d'ailleurs, si vous avez écouté le président de la République hier, il a rappelé un certain nombre de choses qui sont les axes de notre projet. Aller vers le plein emploi, parce que c'est quand même quand il y a peu de chômage qu'on négocie de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Et le pouvoir d'achat, c'est un élément qui est très important aujourd'hui dans les attentes des Français. L'assignation à résidence, essayer de faire en sorte que les gens qui sont aujourd'hui empêchés dans leur vie, et notamment les gens des quartiers, leur permettre d'accéder à l'emploi. Tout ça, ça fait partie de notre projet, ça n'a pas changé. Donc dire qu'on fait du bricolage, on ne fait pas du bricolage au niveau des appareils, et on ne fait pas non plus de bricolage au niveau programmatique. On n'est pas en train de reconstruire quelque chose de totalement différent. Pardon Marc Ferracci, vous avez gâché. Quel gâchis depuis 7 ans ? Non ? Bah écoutez, vous êtes parti. 2 500 000 Macron emplois a été créés. élu avec un espoir, avec beaucoup d'espoir. Oui. Où en est-on 7 ans après ? Jean-Jacques Bourdin, je vais vous dire où on en est. 2 500 000 emplois créés. 1 million d'apprentis, on y va. On y a aujourd'hui 1 million d'apprentis et on aura des apprentis encore plus dans les années qui viennent. Des services publics qui reviennent dans les territoires. Quand vous allez en ruralité, quand vous allez, les maisons France Service, la fibre partout dans les territoires, la fin des zones blanches, ça ce sont des réalisations très concrètes pour nos concitoyens. Chez moi, c'est des bureaux de poste qui ferment et des classes d'école qui ferment. Juste un mot parce que je ne résiste pas puisqu'on est dans un débat d'historien pratiquement. Marc Ferracci fait référence à 1936. Regardez le programme du Front populaire, regardez les discours de Léon Blum, relisons-les, ça fait toujours du bien de prendre un peu de recul. Je pense à vous comme à moi dans cette période un peu troublée, c'est le moins qu'on puisse dire. Notre programme à côté passe pour extrêmement modéré. Nos discours passent pour extrêmement modérés. Donc vous avez raison de faire un comparatif historique. Nous sommes dans une situation effectivement qui n'est pas comparable à 1936. Il faut éviter les analogies historiques. Mais vous parliez de qui a les clés du camion. Regardons les programmes et les contenus. Nous avons un programme et des propositions qui sont, de mon point de vue, plus modérées, moins radicales sans doute qu'en 1936, mais qui répondent effectivement à une volonté de transformation profonde de la société. Nous avons besoin de faire la bifurcation écologique rapidement parce que la planète va dans le mur. Nous avons besoin, compte tenu de ce que sont la violence des inégalités, la brutalité des injustices, de créer un choc d'égalité dans le pays pour le pouvoir d'achat. Le passage à la caisse du supermarché devient pour nos concitoyens un calvaire. Un calvaire. Le prix des denrées de première nécessité alimentaire devient un calvaire. C'est à ça que nous devons répondre. Et de ce point de vue-là, je pense oui, il faut un programme de transformation que certains appellent de rupture et que vous avez fait la démonstration, vous, depuis 7 ans, que vous étiez incapable de répondre à cette urgence sociale. Nous tentons d'y répondre avec ce nouveau Front populaire. Nous répondons à l'urgence sociale avec un principe simple, qui est que pour sortir de la pauvreté, pour améliorer ses conditions de vie, eh bien, la meilleure voie, c'est le travail. Et c'est là que nous avons une divergence profonde. C'est là que nous avons une divergence profonde. Je suis pour que le travail paye dignement. La France est le pays en Europe qui, depuis 2019, a vu
le pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés et de l'ensemble des citoyens s'améliorer le plus rapidement. Ça, c'est un élément factuel. Même si je suis d'accord avec vous, le ressenti des gens sur le terrain peut être très différent parce que dans le pouvoir d'achat, il y a des éléments comme le logement, des éléments comme la facture d'électricité, comme la facture alimentaire. Mais ce qui compte, c'est pas vos tableaux Excel. Ce qui compte, c'est ce que les gens, c'est la façon dont les gens vivent. C'est à ça qu'on doit répondre. C'est la raison pour laquelle je fais référence à ce que vivent les gens sur le terrain. Mais je veux quand même vous répondre. Votre programme de transformation qui prévoit la retraite à 60 ans demain. Et Jean-Luc Mélenchon le disait d'ailleurs hier, dès qu'on sera au pouvoir, dès que je serai au pouvoir, eh bien, les gens qui pensaient partir à 62... C'est moi qui mets un peu de singulier. Non, mais je le dis simplement, il a employé le pluriel. Je termine, Jean-Jacques Bourdin. Où est passée la situation à Gaza? Vous n'en parlez jamais. Moi, j'en parlais hier. Simplement pour dire. Mais les filles n'en parlent plus. Gaza a disparu des discours, mais moi, je veux parler d'autre chose. Je veux parler d'un programme qui, de mon point de vue, est absolument impossible à mettre en œuvre. Revenir à la retraite à 60 ans, on le sait, et d'ailleurs, le rapport du corps qui vient de paraître, je fais partie du Conseil d'orientation des retraites, mais j'ai d'autres préoccupations en ce moment, montre bien que notre système de retraite subit des tendances lourdes qui imposent des efforts à tout le monde. La retraite à 60 ans, c'est absurde, c'est infinançable, c'est impossible. À un moment ou à un autre, il faut sortir de la pensée magique. Il faut sortir de ces idées qu'on transforme le réel sans se préoccuper du réel. C'est exactement comme ça. Soyez pas condescendants, chers collègues. On a toujours eu en 2 ans des débats très courtois. Et moi, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à débattre avec vous parce que nous sommes tous les deux dans le champ républicain, dans le cadre républicain. Je vous le dis, il y a des projets maintenant. Moi, je ne vais pas vous convaincre, vous n'allez pas me convaincre. Il y a des projets qui s'opposent. C'est ceux qui nous écoutent vont pouvoir disposer librement de leur bulletin de vote. Ce qui comptait là, c'était l'objectif des 72 dernières heures, c'était d'avoir une offre claire. On voit maintenant qu'elle est sur la table. Il y a la reconduction de M. Macron et de sa politique. Chacun en pense ce qu'il veut. Chacun s'est fait un avis en 7 ans sur la politique d'Emmanuel Macron. Il y a l'offre de la gauche et des écologistes avec le nouveau Front populaire. Et il y a l'extrême droite. Voilà, les choses sont maintenant simples. Mais la rengaine sur le programme infinançable, ingérable, etc., on a fait le coup à la gauche à chaque fois. Et la gauche, elle a pris le pouvoir en 1980, elle a fait la retraite à 60 ans, elle a fait les 39 heures, elle a fait la 5e semaine de congé payé, elle a aboli la peine de mort. On a fait le procès à la gauche en 1936, elle avait déjà construit des avancées dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Et on a fait le procès en 1997 à la gauche dans une dissolution également. Et M. Jospin est le Premier ministre qui a créé le plus d'emplois avec les 35 heures et les centaines de milliers d'emplois, c'est l'INSEE qui le dit, créés grâce à cette mesure. Et il avait, la dernière fois que la gauche a gouverné véritablement de façon plurielle, c'est-à-dire entre 1997 et 2002, il avait les comptes de la sécurité sociale à l'équilibre. Il avait conduit Jean-Marie Le Pen. C'est la division de la gauche. C'est la division de la gauche qui nous a coûté la victoire en 2002. Je le dis, y compris au regard de ce qu'était la faiblesse de la droite à l'époque. C'est la division de la gauche. C'est pour ça que nous en avons tiré les leçons. Les comptes de la sécurité sociale étaient équilibrés avec M. Jospin et pourtant nous avons fait les 35 heures à la CMU. Vous voyez, on peut le faire. Si vous pensez convaincre les gens que les 35 heures, la réduction du temps de travail sont la solution au problème du pays, elle ne l'était pas plus en 97 qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je pense pour ma part qu'il faut un petit peu de cohérence, il faut un peu de consistance et il faut un petit peu de constance. Vous l'avez dit, et je partage ce point de vue, il y a 3 blocs et aujourd'hui toutes les cartes sont sur la table. Toutes les cartes sont sur la table. Et tout est possible. Moi, sur quoi j'attire l'attention, c'est que des résultats ont été obtenus, que vous le vouliez ou non. Et je réponds ainsi à Jean-Jacques Bourdin. Vous me disiez, qu'est-ce qui a changé depuis 2017 ? Il y a eu 2 500 000 emplois créés. Les choses se sont améliorées. D'une manière ou d'une autre, on a fait des réformes. Tout n'est pas parfait, hein. Je suis le premier à le dire et j'ai participé à l'élaboration et à la mise en œuvre de certaines réformes. Il y en a certaines qui ont besoin d'être reprises, il y en a certaines qui ont besoin d'être améliorées. On pourrait parler de ce qui se passe dans les entreprises en termes de dialogue social. La réforme de l'assurance chômage, vous la maintenez ou vous la maintenez pas ? Oui, le décret. On la maintient. Et je vais vous dire pourquoi on la maintient. Le décret avant le 1er juillet. Pardon, mais je veux le dire un mot là-dessus. Parce que moi, on a fini là. Pardon. Mais on ne va pas reprendre le débat sur on la maintient parce que terminé. Sans validation démocratique, puisque les Français n'ont pas encore voté. Quand on va sur le terrain et qu'on visite des entreprises, qu'on discute avec des petits patrons, ils ne vous parlent que d'une chose. Ils ne vous parlent que de leur difficulté à recruter. Bien. Il y a des gens qui refusent des commandes, il y a des gens qui refusent de prendre du chiffre d'affaires parce qu'ils ne savent pas recruter. Ça nous coûte des emplois. Alors, l'assurance chômage n'est pas la seule réponse. Bien. Il faut améliorer la formation, il faut améliorer la garde d'enfants, il faut améliorer tout ce que vous voulez. Mais c'est un élément de réponse. Bien, merci Marc Ferracci, merci Benjamin Lucas. Merci à vous. Vous êtes sur Sud Radio, tout de suite Sud Radio Média avec Valérie Expert, Gilles Gansman, qui reçoivent Joël Goron, journaliste. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h,
Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.